À qui le temps donne-t-il raison? En 2012, François Asselineau a débattu avec Marc Déret, un Européen convaincu, ancien socialiste ayant rejoint Sarkozy. 13 ans plus tard, en 2025, réécouter ce débat permet de constater que toutes les analyses de François Asselineau se sont révélées exactes. Il avait parfaitement anticipé les catastrophes économiques, politiques, financières et démocratiques de l'Union européenne, le déclin de l'euro, les violations des traités et la soumission aux intérêts américains. En revanche, les événements survenus depuis 13 ans ont systématiquement contredit tous les arguments que Marc Déret n'a eu de cesse de lui opposer tout au long du débat. Revoir cette vidéo avec le recul du temps confirme à quel point est scandaleuse la censure constante par les médias que subit encore François Asselineau. Cette vidéo est ainsi une des nombreuses preuves de la stratégie délibérée de l'oligarchie euromondialiste pour priver les Français de la seule alternative réelle au système actuel qui conduit la France à sa perte. Il faut faire taire François Asselineau. Les médias le cachent aux Français parce que c'est lui qui détient les clés de leur libération. Chers amis, bonsoir et puis merci d'être venus très nombreux. Bon, je suis pas certaine que Marc Déret ait un public totalement acquis, mais on verra encore des débats. Je suis Francine Giron, donc la fondatrice et directrice des éditions de Passy, et avec François Rebière qui va modérer le débat, nous avons essayé de créer un petit groupe de réflexion au départ autour de livres, peut-être de futurs livres, qui sait, et de réfléchir à des questions politiques d'une manière un petit peu différente, et puis peut-être de poser des vraies questions, ou peut-être des questions prioritaires, ou d'une manière vraie, je ne sais pas. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir donc François Asselineau et Marc Déret. Marc Déret qui a donc publié aux éditions de Passy 2 livres, un essai sur l'ouverture qui s'appelle Plus belle la gauche avec une préface de Jean-Marie Bockel, et un roman politique cette année, La déclaration du président. Donc quand on fréquente un peu les cabinets ministériels, on s'y croirait, voilà. Et donc Marc Déret a été membre du Parti socialiste pendant quelques décennies, et puis pendant 3 décennies, et il a fondé le club politique La Gauche Moderne avec Jean-Marie Bockel, dont il était secrétaire général. Au moment ce qui nous intéresse, au moment du référendum sur le traité constitutionnel européen, il a réussi à convaincre Kouchner, Elisabeth Guigou, Cohn-Bendit, Dany, Gérard Collomb et Jean-Marie Bockel de créer le comité de la gauche pour le oui. Voilà. Et avec le succès qu'on connaît, voilà. Et il a été donc secrétaire général de ce comité. Et puis il a quitté le Parti socialiste pour soutenir Nicolas Sarkozy. Et il était l'un des fondateurs du parti La Gauche Moderne, dont il a été membre du bureau politique, du comité permanent et responsable du projet. Et puis Marc est président de l'association, le mouvement Initiative européenne et sociale, et président du Cercle des libertés égales, dont il vous parlera. Et Marc Déret est un théoricien du social-libéralisme. Et je dois dire à titre personnel, parce que j'ai milité avec Marc, que Marc c'est quelqu'un c'est pas un apparatchik qui est là pour se partager les places. Marc c'est quelqu'un qui a des convictions, qui va sur le terrain, qui mouille le maillot, qui réfléchit, qui écrit, qui répond, voilà, qui encaisse même parfois, qui sait. Et donc j'ai le plaisir de rencontrer et de recevoir François Asselineau, donc diplômé d'HEC, énarque, il en faut, hein. Et sorti 2e de sa promotion, qui était conseiller de Gérard Longuet, directeur de cabinet de Françoise de Panafieux, chargé de mission au cabinet d'Hervé de Charette, alors d'abord au tourisme avec Françoise de Panafieux, puis aux affaires étrangères, qui a rencontré, comme on dit, les grands de ce monde, hein, de Jean-Paul II à Nelson Mandela, en passant par l'empereur du Japon et tous les dirigeants voilà, d'Asie et d'Amérique latine. Il était candidat aux européennes en 99, non? Vous avez été proche de Pasqua quand Pasqua était candidat. Vous nous expliquerez plus en détail, parce que comme je vais dire des bêtises, c'est peut-être pas la peine, voilà. Et il est actuellement inspecteur général des finances, professeur dans des grandes écoles de commerce, et puis donc le président fondateur de l'Union
du rassemblement, je vais dire une bêtise, du, de l'UPR, je cherche un titre, de l'Union populaire républicaine, hein, et pour lequel il intervient, il organise des meetings, il intervient, et apparemment il est très suivi et très apprécié, et voilà. Donc, écoutez, je vais donner la parole à François Robillard, qui sera notre modérateur, sortira fin juin un livre sur l'esclavage chrétien en terre d'islam, dans l'histoire. Voilà, on va encore se faire beaucoup d'amis. Et qui va donc initier les questions. Merci. Voilà, juste un petit mot sur notre groupe. Bonsoir à tous. C'est la deuxième fois que nous sommes ensemble. Alors évidemment, c'est pas à peu près les mêmes personnes, mais l'objectif reste le même, c'est-à-dire que sur des grands sujets comme aujourd'hui l'Europe, on a initié avec Francine une sorte de groupe où chacun aurait une grande liberté de parole. C'est-à-dire que tout le monde peut poser des questions et, aujourd'hui c'est encore plus fort parce que nous sommes en face des choix et ces choix doivent être motivés. Or, nous avons la chance ce soir de parler de l'Europe et par des gens qui connaissent vraiment bien l'Europe. Et donc, tout le monde aura loisir de lui poser des questions, quelle que soit c'est une question de quelque bord que ce soit. Voilà. Alors, on va marcher comme ça. D'abord, il y aura les orateurs qui vont intervenir, hein, et puis ensuite, tout le monde posera des questions et j'espère qu'il y aura un débat, voilà, sur l'Europe. On va serein. Bien, merci et bonsoir à tout le monde. Marc Deret, donc je vais dire un mot simplement du Cercle des libertés égales, parce qu'il se trouve que récemment, on a créé un mouvement qu'on a appelé le Cercle des libertés égales, qui est une notion très, très social-libérale. Et donc, c'est un cercle de réflexion qui dépend d'aucun parti politique, qui est transpartisan et qui veut mettre dans le débat et lancer à la fois des analyses, des idées, des propositions social-libérales. Voilà. Pour les personnes que ça intéresserait, le 21 juin à Paris, on a une réunion de refondation, puisqu'on existait déjà, pour se redonner une direction un tout petit peu différente au cercle. Au cas où vous seriez intéressé, je suis à votre disposition à la fin de cette réunion. Bien. Alors, le sujet, donc, faut-il quitter l'Union européenne? Alors, je vais commencer, si vous voulez, par un peu une question préalable, un peu comme dans le sens que ça a un peu dans le parlementarisme, c'est-à-dire, il n'y a pas lieu de délibérer de ce sujet. Alors, et je vais débuter par un très rapide survol historique en rappelant que l'Europe existe, mais elle existe non seulement géographiquement, démographiquement, mais elle existe quand même en entité plus ou moins organisée et depuis 2000 ans. Bon, ça a été d'abord les 500 premières années, c'était l'Empire romain, où effectivement 12 ou 13 des pays qui forment actuellement l'Union européenne étaient à l'abri du Rhin et du Danube, étaient dans l'Empire romain, étaient citoyens de l'Empire. Donc, une grande partie de l'Europe qui était organisée, et ô combien organisée, si on pense à ce qu'était l'Empire romain. Puis pendant les 10 siècles suivants, ça a été le Moyen-Âge, et ça a été le Moyen-Âge chrétien. Et là, Moyen-Âge chrétien, effectivement, où là aussi, et là c'est la quasi-totalité des pays de l'Union européenne qui étaient dans cette entité, dans cet ensemble, qui était aussi un ensemble organisé, plus ou moins organisé comme ça pouvait l'être au Moyen-Âge, mais organisé sous le magistère du pape, avec les évêques, avec les grands monastères, etc. Communauté d'ailleurs, rassemblée non seulement sur un plan de manière positive, mais rassemblée aussi en tant que défense par rapport à l'islam, par rapport d'abord au monde musulman d'Espagne, donc c'était toute l'histoire de la Reconquista, et puis les croisades, et puis la lutte de défense contre l'Empire ottoman. Donc, ça existait. Puis, il y a eu du 16e au 19e, disons, une parenthèse où là, effectivement, l'Europe n'existe plus de manière organisée, encore que, il y a quand même, cette entité existe toujours, hein, et la bataille de l'Épante, à la fin du XVIe siècle,
bien montré que cette victoire sur l'Empire ottoman avait un retentissement considérable dans toute l'Europe, où tout le monde s'est donc senti totalement concerné, faisant partie de la même communauté. Et puis il y a eu les Lumières, et puis bon, il y a Napoléon, etc. Bon, donc il y a eu encore, même pendant cette période, cette parenthèse de 3 ou 4 siècles, l'Europe a quand même continué à exister. Et puis on arrive au XXe siècle, où là l'organisation prend toute sa forme. Je dirais d'abord avec la SDN, même si la SDN n'était en rien, évidemment, une organisation européenne, mais à partir du moment où les États-Unis et la Russie n'en faisaient pas partie, finalement, ça s'est trouvé être une organisation quasiment de l'Europe. Il y avait le Japon, mais enfin bon, quasiment une organisation européenne. Et puis surtout, évidemment, dans les années 50, avec la CECA et l'Union, enfin la communauté européenne, l'Union européenne, etc. Donc cette Europe existe, et tout au long de cette histoire, la France a eu, dans cette organisation européenne, un rôle tout à fait particulier, un rôle très important. Ce qui fait d'ailleurs que si aujourd'hui la France décidait de quitter l'Union européenne, c'est le titre de notre débat, ce serait un cataclysme, ce serait quelque chose d'absolument qui amènerait bien évidemment à faire disparaître l'organisation de l'Europe. Et donc à ce seul titre, c'est, à mon avis, complètement inimaginable. Première raison pour laquelle je trouve que c'est une question dont on n'a pas à débattre, parce que finalement, elle ne se pose pas. Et elle se pose d'autant moins qu'à ma connaissance, personne ne demande la sortie de quelque pays que ce soit de l'Union européenne. Oui, des personnalités, oui, des petits partis politiques, marginaux, extrémistes, mais aucun pays, aucun État ne demande la sortie de l'Union européenne, même la Grèce. Ceux qui n'en sont, et au contraire, il y a plus de demandes, effectivement, pour rejoindre l'Union européenne, et les pays qui souhaitent le rejoindre sont relativement nombreux. En tout cas, ils demandent. Et personne, aucun pays, officiellement, en dehors, je dis, de quelques personnalités et de quelques partis extrémistes, ne demande la sortie de l'Union européenne. Donc, personne ne demande cette sortie. Donc, le débat est un débat purement abstrait, artificiel, intellectuel, et donc, à mon avis, le débat, il ne s'impose pas. C'est pour ça que je pose cette question préalable. Cela dit, il aura lieu, bien évidemment, et je répondrai avec plaisir aux arguments que ne manquera pas de donner pour défendre cette sortie François Asselineau. Eh bien, voilà une sacrée entrée en matière. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs et M. Déré de se prêter à ce débat qui, sauf erreur de ma part, doit être la première fois qu'il se déroule dans ces augustes murs. J'ai en plus l'habitude de voir M. Bernard-Henri Lévy appelé à aller bombarder les pays du monde arabo-musulman au nom de l'Europe, c'est la paix, mais que d'entendre un débat comme celui que nous allons commencer. Alors, il y a quelque chose qui est très important, je crois, qui est vraiment, vraiment très, très important, c'est que si ce débat a lieu, contrairement à ce que vient de dire M. Déré, c'est que dans l'air du temps, les gens commencent à comprendre qu'il doit avoir lieu. Et je le dis d'autant plus que personnellement, vous n'êtes pas obligé de me croire, cela fait maintenant une vingtaine d'années que je milite pour poser cette question du pourquoi et du bien fondé de la construction européenne, et j'ai pu voir au cours des années qui se sont écoulées à quel point jusqu'à peu près jusqu'à 2005, il était absolument impossible d'avoir ce débat. Et puis, à partir de 2005, à partir du débat sur la Constitution européenne, à partir du moment où les Français ont commencé à se renseigner de façon approfondie sur ce que c'était que la construction européenne, il y a déjà eu plus d'intérêt pour avoir un débat de fond. Et puis cet intérêt a décuplé lorsque les Français ont pu constater que ce que disait le mouvement politique que j'ai créé le 25 mars 2007 à l'occasion du 50e anniversaire du traité de Rome, eh bien que ceci était malheureusement exact, c'est qu'en fait c'est une dictature qui ne dit pas son nom, et tous les Français, en tout cas les 5% de Français qui ont voté non au référendum, ont pu constater que leur nom avait été piétiné.
Donc, c'est un autre élément qui a fait que les Français ont commencé à avoir la puce à l'oreille. Et puis alors, et c'est d'ailleurs ce qui explique la croissance fulgurante de notre mouvement, pourtant banni et interdit de tous les grands médias, ce qui explique la croissance de notre mouvement, c'est que justement, les événements ne cessent maintenant d'apporter des confirmations à mes analyses, avec de plus en plus une espèce de fuite en avant vers une catastrophe tous azimuts, économique, politique, financière, monétaire, sociale, diplomatique, militaire, et l'on en passe. Alors, comme j'aime bien l'histoire, je voudrais quand même répondre aux énormités qu'a dit mon interlocuteur, parce que j'ai trouvé quand même qu'il avait une vision de l'histoire qui était un peu particulière. Tout le problème, alors il nous dit que l'Europe existe depuis 2000 ans avec l'Empire romain. C'est justement le faux. Tout le problème, il est là. C'est que l'Empire romain, dans sa plus grande extension, c'est-à-dire sous Trajan, vers environ 130 après Jésus-Christ, lorsque Trajan a mis la main sur la Dacie, qu'on appelle la Roumanie aujourd'hui, qui veut dire le peuple des Romains, d'ailleurs, le pays des Romains, eh bien, dans sa plus grande extension, l'Empire romain était un empire centré sur la Méditerranée. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez à Vaison-la-Romaine, mais que vous allez à Palmyre en Syrie, ou à Douga en Tunisie, ou à Volubilis au Maroc, ou etc., vous avez en fait les mêmes bâtiments puisque c'était un empire méditerranéen. En revanche, il y a toute une partie de l'actuelle Allemagne, la Prusse, l'Irlande, l'Écosse, toute la Scandinavie, toute la Pologne, tous les pays baltes qui n'ont jamais appartenu à l'Empire romain. Alors ce sont des césures qui sont extrêmement prégnantes encore aujourd'hui dans l'Europe, puisqu'il y a les pays qui ont été latinisés, romanisés, qui sont les pays du Sud, et puis il y a les pays qui ne l'ont jamais été. Vous savez que cette césure, elle passe notamment par l'Allemagne, puisque on a une Allemagne rhénane, on a une Allemagne, la Bavière par exemple, qui est de tradition catholique, et puis vous avez une très grande partie de l'Allemagne, c'est le berceau même de la Prusse, qui n'a jamais été romanisé. Et actuellement, c'est pas du tout de l'intellectualisme mal placé, puisqu'actuellement, par exemple, le procès constant des élites allemandes baignées d'esprit prussien contre les pays du Sud, on retrouve exactement cette césure qui existe depuis 2000 ans, en effet. Alors ensuite, je vais faire court, parce qu'on pourrait parler pendant des heures. Enfin, dire que l'Europe a été unifiée alors qu'elle ne l'a justement jamais été. On n'a justement jamais eu, en 2000 ans d'histoire, une même entité politique qui aurait réuni sous sa coupe le Portugal, l'Irlande, la Finlande et Chypre. Ça n'est jamais arrivé. Et comme moi je suis un amateur d'histoire, ce qui n'est jamais arrivé en 2500 ans d'histoire n'arrivera jamais. Je voudrais par exemple souligner que mon interlocuteur est passé un peu vite sur le traité de Verdun de 843, puisque lorsque Charlemagne a recréé l'Empire en 800, ça n'a pas duré très longtemps, puisque dès 43 ans après, l'Empire volait en éclats entre ses petits-fils. Et malheureusement, comme il avait 3 petits-enfants, vous savez, entre Charles le Chauve, Louis le Germanique et puis malheureusement Lothaire, eh bien, il a fallu couper l'Empire en 3. Et Lothaire, ça a donné la Lorraine. Et c'est à cause de ce 3e petit-fils qu'il y a eu pendant environ 1000 ans, 1200 ans, des conflits de frontaliers, si j'ose dire, entre la Francie occidentale et puis la Germanie. L'interlocuteur a eu le culot, si j'ose dire, de citer la bataille de Lépante de 1571. C'est quand même non, mais c'est assez fort de café, parce que la bataille de Lépante, c'est justement la bataille où la France n'était pas. La France n'y était pas précisément pourquoi? Parce que... Comment? Mais pourquoi elle n'y était pas? Parce qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé à partir de 1519. En 1500, vous savez qu'en France, on a un roi qui s'appelle François. C'est souvent qu'il y a des rois qui s'appellent François, d'ailleurs, en France. Les présidents de la République. Il y a eu un roi qui s'appelait François Ier, qui était né donc à la fin du XVe siècle. Et puis son ennemi juré, comme vous le savez, c'était Charles de Habsbourg, qui portait le nom de Charles Quint quand on parlait il n'y a pas plusieurs numéros, ça dépendait de quelles étaient ses possessions. Charles Quint naît en 1500, et comme vous le savez, en 1519, Charles Quint se fait élire empereur du Saint-Empire romain germanique. Alors à partir de 1519, la France est totalement encerclée par les terres de Charles Quint, puisque Charles Quint, en tant qu'héritier des Habsbourg,
à l'autorité sur les Pays-Bas, sur la Bourgogne, sur une partie donc de ce qui est actuellement l'Autriche, sur le royaume des deux Siciles, c'est-à-dire la Sicile et tout le sud de l'Italie, sur la péninsule ibérique, en tout cas sur l'Espagne, et puis également à partir des victoires, des conquêtes de Cortés, et sur le Nouveau Monde. Et à partir du moment où il se fait élire empereur du Saint-Empire romain germanique en 1519, Charles Quint, à ce moment-là, a également la suzeraineté sur tout le reste, si j'ose dire. Donc la France est encerclée, tout le reste européen. La France est totalement encerclée par ses frontières terrestres et maritimes. Il n'y a qu'une seule possibilité pour desserrer cet étau, c'est l'Angleterre de Henri VIII, vous savez, ce roi qui aimait couper ses femmes en rondelles, ou en tout cas les faire assassiner. Alors, François Ier fait l'entretien du camp du Drap d'Or, donc il essaie de faire venir son homologue britannique pour essayer de faire une alliance. Ça se passe près de Dunkerque, l'entretien du camp du Drap d'Or, il veut en fiche plein la vue, donc il met des broderies, il fait pour montrer la munificence du roi de la Renaissance qu'il est, et puis perfide Albion comme d'habitude, c'est-à-dire que le roi Henri VIII dit très bien monsieur, voire sire, et puis en définitive il fait alliance avec Charles Quint. Et donc la France est menacée de disparition à cette occasion. Et qu'est-ce que va donc faire François Ier? Eh bien, il va faire des alliances de revers, c'est-à-dire une alliance avec les princes protestants, notamment de l'actuelle Tchéquie, parce qu'entre-temps, Dieu soit loué, il y a eu l'apparition du luthéranisme, ce qui fait avec Luther, ce qui fait que au sein même de la catholicité, eh bien, il commence à apparaître la révolte protestante, qui va donc mettre à mal l'empire de Charles Quint, va semer des troubles, des divisions internes, sur lequel François Ier va justement agir. Et puis, à partir de 1526, c'est le scandale du scandale. François Ier fait alliance avec le Grand Turc, c'est-à-dire avec le chef des musulmans, avec Soliman le Magnifique et avec la sublime porte de Constantinople. Alors, c'est pourquoi en 1571, la bataille de la Sainte-Ligue, eh bien, il y a effectivement une grande partie de l'Europe. Il y a d'ailleurs Cervantes qui sera blessé d'un coup de boulet de canon. Il y a Don Jean d'Autriche qui est à la tête de la Sainte-Ligue. Vous avez les troupes, effectivement, des Habsbourg, de l'Espagne, du Saint-Siège, etc. Mais justement, vous n'avez pas la France. Et donc, c'est la preuve que, et ça, cette tradition, François Ier, ce faisant, va non pas inaugurer, mais poursuivre, magnifier une grande tradition, qui est la grande tradition des Capétiens, dont le dernier exemple en date est celui de Charles de Gaulle à partir de 1964, c'est-à-dire de tout faire pour maintenir l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Et donc, c'est ce que fera Charles de Gaulle lorsqu'il comprendra que les Allemands, en fait, jouent le jeu des Américains pour encercler la France dans cette stratégie d'enfermement qui est la construction européenne, de l'enfermement dans un empire pour museler la voix de la France. Charles de Gaulle le comprendra et fera donc alliance avec, d'une part, la reconnaissance de la République populaire de Chine en 1964 et, d'autre part, la création de la Grande Commission mixte franco-soviétique avec son voyage en Union soviétique en 1966, qui sera le début de la détente. Ça veut dire justement que Charles de Gaulle a compris, c'est pas qu'il était devenu communiste, De Gaulle n'était pas devenu ni maoïste, ni brejnevien, mais il n'a pas plus que François Ier, il était devenu musulman, ni protestant du reste, mais c'est qu'il y a des raisons d'État qui nécessitent de faire alliance avec d'autres pour maintenir son indépendance. Voilà, excusez-moi d'avoir été un petit peu long. Je voudrais quand même terminer par les derniers points de monsieur Déré, qui nous dit qu'il n'y a aucun parti politique, sauf extrémiste, qui me propose de sortir de l'Union européenne. Alors, j'aimerais qu'ils me disent quels sont les partis qui proposent de sortir de l'Union européenne, parce que moi, je n'en connais qu'un seul, c'est moi. Enfin, c'est nous. C'est celui que j'ai créé, l'UPR. Et je le mets au défi, d'ailleurs, nous avons mis sur notre site, sur notre page Facebook, les professions de foi pour les élections présidentielles de Mme Le Pen, de M. Dupont-Aignan, de M. Mélenchon. On pourrait dire pareil d'ailleurs pour les autres. Il y a peut-être qu'une seule exception, je veux bien admettre, qui est le Parti ouvrier indépendant, le POI. C'est peut-être la seule exception, mais pour tous les autres dont je viens de parler, ils refusent mordicus, non seulement de proposer de sortir de l'Union européenne, mais même de sortir de l'euro. Je renvoie aux professions de foi, parce qu'il y a un monde entre l'image que l'on véhicule d'un parti politique dans les médias et les engagements très réels et très concrets qu'ils prennent dans leur programme politique. Madame Le Pen, d'ailleurs,
il y a encore 48 heures, a fait des grandes déclarations en disant qu'elle n'était pas du tout pour sortir de l'Europe. Hein. Enfin, elle fait partie de ces politicards qui disent une chose un jour, le lendemain le contraire, le surlendemain une troisième chose encore, et puis on table sur le fait que chacun choisira le morceau qui lui plaît le mieux. Bon. Donc, s'agissant des partis politiques, moi je n'en connais qu'un, c'est l'UPR, qui s'est bâti là-dessus, puisque j'ai créé ce mouvement justement le jour anniversaire du 50e anniversaire du traité de Rome. Et je mets au défi quiconque de me prouver que nous sommes un mouvement extrémiste. Je crois que nous sommes au contraire le mouvement le plus républicain, le plus légaliste qui soit, et j'aurai l'occasion de donner des exemples très concrets. Quant au tout dernier point sur le fait qu'il n'y avait aucun État qui demandait la sortie de l'Union européenne, eh bien, ma foi, ça me fait penser à un argument. C'est un argument qui était utilisé dans les années 80, lorsque l'Union soviétique battait de l'aile, après Andropov, après Tchernyenko, etc., on nous expliquait que le camp socialiste se portait à merveille parce qu'il attirait énormément de pays. De fait, d'ailleurs, tout au long des années 70, vous aviez eu l'entrée de l'Angola, du Mozambique, du Vietnam, du Cambodge, du Laos, etc. Tous ces pays étaient entrés dans le camp socialiste. Ce que l'on ne disait pas, c'est qu'ils y étaient allés pour notamment de l'argent. Ça me fait penser, vous me permettrez cette boutade. Il y a des journalistes, vous savez que la Calas, dans les années 60, d'un seul coup, avait décidé de se marier avec Onassis, qui devait avoir à peu près 30 ans de plus qu'elle. Et les journalistes avaient demandé à la Calas, mais enfin, vous, la Calas, vous vous mariez avec Onassis? Et elle avait dit, mais pourquoi? Et elle avait répondu, mais parce qu'il est beau comme Crésus. Eh bien voilà, c'est-à-dire que si les pays de l'Est européen sont entrés dans l'Union européenne, c'est tout simplement pour bénéficier des fonds structurels européens que leur sont versés et de l'accès aux marchés européens. Voilà, ça n'est pas du tout par une volonté de bâtir une entité politique, c'est simplement parce qu'ils y sont entrés pour des raisons matérielles. Je permets aussi d'ajouter, ce sera vraiment mon dernier mot, sur le fait qu'il y a un problème de fond dans tous les pays d'Europe, qui est celui-là même que nous constatons d'ailleurs ce soir, c'est qu'il n'y a pas de débat. Qu'est-ce que l'on en sait finalement si les Grecs ou si les Espagnols n'aimeraient pas sortir de l'Union européenne? On ne leur demande jamais. Non seulement on ne leur demande jamais, mais il n'y a même jamais de débat qui permettent d'éclairer la population sur les tenants et les aboutissants. Donc en fait, quand on dit que les autres pays ne veulent pas sortir de l'Union européenne, c'est en fait simplement la mesure de la dictature médiatique sournoise qui s'est imposée sur le continent européen, puisque le tout vrai débat de fond, profond, serein, éclairé, comme j'essaie de le mener depuis 5 ans, y est interdit. Oui, oui, d'accord. Bon, 2 mots de... Bon, je vous demandais, mais vraiment très gentiment, très amicalement, bon, je comprends tout à fait votre enthousiasme. On a bien compris que vous souteniez, vous apparteniez au parti de M. Asselineau et qu'effectivement, vous ne partagez pas exactement les mêmes convictions que Marc Déret. Bon, nous qui, Saint-Jean-Bernard Lévy, nous ayons donné des tribunes et de justement permettre le débat. François Robillard est agrégé d'histoire. Je vous demande, mais tout à fait amicalement, peut-être d'éviter d'applaudir à chaque fois parce que dans ce cas, c'est, hein, on impose ça comme un rite et puis on applaudit. Comprenez le verbe. Non. Faut pas chercher à expliquer. Bon, non, très bien. Merci donc pour ces réponses. Je vais me permettre, avant d'aborder un autre sujet, de revenir sur deux ou trois choses. La première chose, c'est qu'effectivement, quand j'ai parlé de l'Empire romain, j'ai bien précisé qu'il y avait que 12 ou 13 pays de l'actuelle Europe qui y étaient. C'est vrai qu'il était centré sur la Méditerranée, c'est une évidence, mais donc ce n'était pas l'ensemble de l'Europe. C'était quand même 12 ou 13 pays, dont la France. Je reviendrai aussi sur la bataille de Lépante. Vous avez parfaitement raison, évidemment. Et la bataille de Lépante, j'ai jamais prétendu que la France
y avait participé. J'ai simplement dit que la bataille de l'Épante était, même à une époque où il n'y avait plus cette organisation, cette pseudo-organisation de l'Europe du Moyen-Âge, qu'il y avait eu quand même un retentissement dans toute l'Europe, un retentissement extrêmement puissant dans toute l'Europe. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que même dans les périodes où l'organisation ou la pseudo-organisation n'existait pas, il y avait quand même ce sentiment d'être européen qui partait de sentiments chrétiens. Vraisemblablement, c'était ça qui était à la base. Mais en tout cas, sentiment d'Europe qui était très fort. Je ne sais pas effectivement de savoir qui était, et certainement pas la France, effectivement. Bon, alors, ensuite, oui, et ensuite, c'est simplement deux confirmations finalement de ce que j'ai dit et que vous avez pu faire, et je vous en remercie. La première, c'est qu'effectivement, je parlais de partis marginaux. J'avais dit extrémistes et j'ai dit marginaux aussi, qui défendent la sortie de l'Europe. Vous m'avez confirmé qu'il n'y en avait qu'un, donc c'est encore plus marginal que je ne le pensais. C'est donc bien qu'il n'y a pas, de la part de partis politiques, de demande de sortie de l'Europe. Donc cette demande est tout à fait marginale, et en tout cas, elle n'existe pas au niveau d'État. Et quand elle n'existe pas au niveau d'État, vous dites dictature, bon, ok, dictature qui empêche les gens de se prononcer. Vous avez même fait à un moment donné une assimilation avec l'URSS. C'était quand même, vous trouvez un petit peu exagéré, mais comme vous avez dit que vous étiez un parti particulièrement modéré et républicain, je pense que c'est simplement un accident de langage. Mais donc, il n'y a pas donc de parti important. Et quand vous dites on ne pose pas la question aux gens, peut-être, après tout, encore que finalement les gens sont tout à fait capables de se saisir de sujets quand ils le souhaitent. Mais, mais il n'y a pas en tout cas, vous confirmez, de partis qui défendent cela. S'il n'y a pas de partis politiques qui défendent cela, tout me laisse penser qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de citoyens qui souhaitent les voir les défendre. Voilà, donc c'était simplement les 4 petites réponses que je voulais vous faire. Alors, pourquoi sortir de l'Europe, ou pourquoi plutôt ne pas vouloir en sortir? Bon, les arguments sont nombreux. Je vais simplement, dans un premier temps, en aborder 3, et qui sont des arguments très généraux. C'est vrai qu'on peut parler de l'Europe en rentrant dans les détails, toutes les petites choses, etc. J'ai peur que le débat aille un peu vers cela, ce serait dommage. Et on peut parler de l'Europe en parlant de manière un peu plus générale, et peut-être en prenant un peu plus de recul. Alors, la première, bon, elle est évidente, elle a été dite maintes fois, et c'est que l'Europe a permis et permet la paix. Quand l'Europe a été créée, c'est vrai, on sortait de la guerre. Ici, on ne s'en souvient pas. Certains peuvent s'en souvenir. Et la création de l'Europe, qui a été faite à la fois voulue par les Européens et voulue par les États-Unis, et le fait que les États-Unis l'aient voulu aussi n'enlève pas la qualité et la justification du fait que les Européens l'ont voulu, d'abord en pensant que c'était un moyen, effectivement, d'avoir la paix en Europe, dans un continent qui avait passé son temps à se faire la guerre, enfin bon, etc. On va pas revenir sur l'histoire et sur les millions de morts qui étaient devenus. Donc ça a été la première des raisons. On pourra parler d'ailleurs, on en parlera peut-être, de ce que souhaitaient les Américains, qui souhaitaient aussi ça, évidemment. Bon, venir tous les 40 ans pour aider à gagner les guerres, c'était peut-être pas ce qu'ils souhaitaient. Donc je pense que la paix en Europe, ça a été une des raisons capitales. Et en tout cas, l'Europe a maintenu la paix et la paix pendant ces 60 ou 70 ans. Et a priori, on ne voit pas dans les années à venir de possibilité qu'il y ait des guerres ou des conflits graves entre les pays d'Europe. Alors on peut dire que de toute façon, ça aurait été comme ça. Bon, peut-être. Mais enfin, on peut peut-être penser aussi que spécialement dans une période de crise, et on sait ce qui peut se passer dans les périodes de crise, comme celle que nous traversons, avec un chômage important, avec dans beaucoup de pays un développement des partis extrémistes ou des partis nationalistes. Est-ce qu'on est totalement sûr, peut-être, mais pas pour les gens, hein, est-ce qu'on est totalement sûr que le risque, s'il n'y avait pas l'Union européenne, est-ce que le risque d'un conflit
n'aurait pas pu exister ou ne pourrait pas exister. Donc le premier point, c'est la paix. Et c'est, je crois, spécialement dans la période que l'on traverse, c'est quand même une garantie pour l'avenir. Et en sortir serait, sur ce point déjà, un danger extrême. La deuxième chose, c'est que quoi qu'on la traite de dictature, je pense que c'était là aussi une maladresse, simplement, je pense que l'Europe est un garde-fou démocratique. Et je pense que par elle a d'abord joué un rôle important dans la transition démocratique des pays de l'Est. Bon, paraît être quand même un peu une évidence. Mais je pense que par son fonctionnement, par les principes de son fonctionnement, par les principes qu'elle demande aux différents États, on ne peut pas penser qu'il puisse y avoir une évolution non démocratique dans les pays qui font partie de l'Union européenne aujourd'hui. Et il est difficile. Je ne pense pas, par exemple, qu'aucun État membre de l'Union européenne se conduirait comme l'Ukraine aujourd'hui. Bon. Donc, là, et là aussi, dans une période qui est une période de crise, dans une période où il y a le développement dans tous les pays d'Europe, de certains pays, de certains partis extrémistes, de certains partis, cette espèce de garde-fou démocratique est certainement une chose importante. Sortir de l'Europe se représenterait sur ce point aussi un danger. Et puis je dirais un troisième garde-fou, et celui-là, je le pense spécialement pour la France. C'est que, bon, l'Europe est, disons, de philosophie libérale. Hein, on peut dire les choses comme ça, et plutôt rétive à l'étatisme, ou étatisme, voilà, prenons les choses de manière simple. Et je pense que sans l'ancrage qui est le sien dans l'Union européenne, eh bien la France aurait toute chance de se laisser aller à ses faiblesses, à ses démons, qui sont le poids de l'État et d'administration, qui sont les dépenses publiques exagérées. On voit même qu'avec l'Europe, il y a quand même des tentations pour le faire, mais sans l'Europe, elle s'y laisserait aller. Sa méfiance pour la concurrence, sa méfiance pour les entreprises, son choix de l'assistanat, sa tendance à culpabiliser la réussite, à victimiser les échecs, etc., etc. Et donc, c'est son intégration à l'Europe qui, aujourd'hui, représente pour elle un garde-fou important pour un certain nombre de ses faiblesses ou de ses défauts, l'augmentation des déficits, etc. Voilà, donc sur ces 3 points, je crois que l'Europe représente 3 garde-fous pour la paix, pour la démocratie et pour le libéralisme, ou je vais dire, pour éviter à la France de tomber dans un certain nombre de ses faiblesses, et que ne serait-ce que pour ces 3 choses, sortir de l'Union européenne serait, je pense, une folie. Sur le dernier point, vous êtes vraiment le représentant d'une gauche très très moderne. Voilà une gauche très moderne et qui se fait l'apôtre du libéralisme et qui fustige la dépense publique. Moi, j'appelle pas ça la gauche. Enfin, ou alors les mots n'ont plus de sens. La gauche, c'est la dépense. Oui. Non. La gauche, non, moi, j'appelle pas ça la gauche. Bon. Alors, non, j'appelle ça un parti libéral qui veut se donner le change en se faisant appeler de gauche, mais il n'a rien de gauche. Alors, on va reprendre tous ces points, mais auparavant, je suis têtu. Je voudrais revenir à mon tour sur ce que vous avez dit en préambule, parce que vous dites, oui, l'Empire romain comportait 13 ou 12 ou 13 pays, mais justement, tout le problème, il est là, je me répète. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de l'Empire romain, puisque l'Empire romain était centré sur la Méditerranée. Donc si nous étions fidèles à l'Empire romain, il n'y aurait ni la Scandinavie, ni la Pologne, ni les pays baltes, ni la Prusse, ni l'Écosse, ni l'Irlande dans l'Union européenne, mais il y aurait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte. Voilà, c'est comme ça que les choses se passeraient. Donc, or justement, d'ailleurs je vais y revenir dans un instant, au sujet de l'Europe, c'est la paix.
Or, justement, lorsque le Maroc a proposé, a demandé à entrer dans la construction européenne, on l'a rejeté. Donc, ça n'est pas, vous n'avez pas le droit de vous prévaloir d'une filiation dont la construction européenne est justement la contraposée même. Deuxièmement, vous me dites, vous avez utilisé un petit truc d'orateur en me faisant passer pour une espèce de gamin qui mesurait mal ses propos quand je comparais la construction européenne à la construction des socialistes, que j'avais fait une espèce de dérapage en parlant de dictature. Eh bien, écoutez, excusez-moi, je maintiens. Je maintiens que nous sommes dans une dictature de plus en plus inquiétante. Et le premier point, ce sont les 55% de Français qui ont voté non au référendum de 2005, et ce traité a été approuvé quand même. C'est une forfaiture en termes moraux et politiques. Alors je sais bien qu'en termes de droit, M. Sarkozy a changé 3 points virgule, et malheureusement la Constitution française ne prévoit pas ce que d'autres constitutions prévoient, comme par exemple en Californie, c'est-à-dire qu'un truc qui a été rejeté par le peuple, en Californie par exemple, ne peut plus être adopté que par un autre référendum populaire. Ça n'existe pas en France, donc je suis d'accord sur le fait que d'un point de vue juridique, encore heureux, sur le fait que d'un point de vue juridique, il n'y a pas eu viol de la Constitution au pied de la lettre. Mais l'esprit de la démocratie a été parfaitement piétiné. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je le disais en préambule, depuis 2005, de plus en plus de Français, on commence à avoir la puce à l'oreille. Je dirais qu'il y a beaucoup d'autres choses que ce référendum de 2005. La construction européenne n'est qu'une série de viols des populations. Lorsqu'un peuple, pas seulement les Français, mais lorsqu'un peuple vote non à un référendum, on le fait voter, revoter, re-revoter jusqu'à ce qu'il vote oui. Seul le oui est considéré comme un vote acceptable, tous les votes non sont considérés comme inacceptables. J'ajoute que la construction européenne piétine toutes ses règles, par exemple budgétaires. J'ajoute que le renflouement de la Grèce, le FESF, le MES, sont contraires à la clause 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui avait justement expressément prévu cet aspect-là des choses. J'ajoute que nous sommes dans un débat où on se demande si la Grèce va sortir de l'euro. L'Allemagne a dit qu'il faudrait exclure les pays qui ne se portent pas bien, qui ne respectent pas les contraintes budgétaires, il faudrait les exclure de l'euro. J'ajoute qu'il n'y a aucune clause dans les traités qui le prévoient. Donc en fait, nous avons une caste européenne qui piétine les textes de droit qu'elle a elle-même élaborés à chaque fois que ça lui chante. Et puis j'ajoute que par ailleurs, le déséquilibre en matière de démocratie est tel que, effectivement, je persiste à penser que nous avons affaire à une authentique dictature, puisque vous en êtes d'ailleurs, si vous me le permettez, une illustration, puisque vous avez quand même jugé nécessaire, ce qui m'a un petit peu étonné, de commencer notre débat par une question préalable sur le thème « Bien écoutez, il n'y a pas de débat à avoir ». Bon, alors comme on est... oui, c'était ça quand même. Donc, comme on était prévu pour le faire, vous avez bien accepté, mais moi, ça me fait frémir, parce que je sais que c'est comme ça que ça se passe dans toutes les rédactions de toutes les télévisions et de toutes les radios. C'est comme ça que les choses se passent. Alors, maintenant, vous avez entamé ensuite 3 si de la propagande européiste. L'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la démocratie, et l'Europe pour nous empêcher de faire des bêtises. Alors, on va les reprendre ensemble. Alors, l'Europe, c'est la paix. Je voudrais rappeler que s'il y a eu la paix entre 1945 et, disons, la fin des années 90, la construction européenne n'y est strictement pour rien. Il y a eu des risques de guerre en Europe en 1953, aux événements de Berlin. En 1956, aux événements de Budapest. C'était pas l'Europe, puisqu'il n'y avait pas de traité de Rome. S'il n'y a pas eu de guerre, c'est qu'il y avait d'autres forces qui étaient derrière, qui empêchaient qu'il y ait la guerre. C'était quoi? On est désolé de devoir le rappeler, devant cette auguste assemblée. Mais s'il y a eu la paix en Europe occidentale, c'est tout simplement parce qu'il y avait ce que les Américains avaient appelé MAD, Mutual Assured Destruction. C'est-à-dire que de part et d'autre du rideau de fer, vous aviez l'OTAN d'un côté, le pacte de Varsovie de l'autre, qui était gorgé jusqu'à n'en plus pouvoir
de missiles interbalistiques avec des bombes thermonucléaires. Donc c'est ça. C'est pas les directives sur le beurre de cacao, sur la taille des sièges des tracteurs, hein, qui a assuré la paix en Europe. C'est pas parce qu'il y avait, c'est pas du tout ça. C'est parce qu'il y avait de part et d'autre un risque de vitrification et de destruction générale de la planète. Voilà. Donc l'Europe, c'est la paix. C'est comme si vous disiez, ah ben c'est grâce à l'Europe qu'il y a eu des saisons ou qu'il y a eu les marées. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il y a corrélation des phénomènes, c'est parce qu'il y a tout simplement eu un système qui a empêché qu'il y ait une guerre à l'époque. Alors maintenant, à l'époque où nous en sommes aujourd'hui, il y a quelque chose qui me fascine dans le genre de déclaration que vous faites, d'arguments que vous avancez, c'est qu'on a l'impression que s'il n'y avait pas la Commission européenne et la Banque centrale européenne, nous serions au fin fond de la jungle. Je suis désolé, mais depuis 1945, il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies, avec des quantités d'ailleurs d'agences, le Fonds monétaire ou d'agences ou d'organismes liés, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Cour internationale de justice qui est chargée de régler les différends entre les États, la CNUSET, le Bureau international du travail, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation alimentaire mondiale, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc toutes ces structures sont là justement pour assurer la paix et le règlement des conflits entre les États. J'ajoute que même s'agissant de la construction européenne, il y a en plus d'autres organismes, notamment l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, le Conseil de l'Europe, qui regroupe d'ailleurs tous les pays de l'Europe, à la seule exception de la Biélorussie, mais en y intégrant l'Islande, la Norvège, l'Ukraine, la Moldavie et tous les pays issus de l'ex-Yougoslavie. Donc ce que je veux dire, c'est que si nous sortons de l'Union européenne, il y aura toujours ces structures qui sont là pour faire respecter la paix dans le monde. Et nous, si vous aviez lu la charte du mouvement que j'ai créé, nous sommes en faveur d'une revivification, de redonner son poids à l'Organisation des Nations Unies. Nous ne sommes pas du tout pour un univers sans foi ni loi, bien au contraire, et nous ne sommes pas du tout, je vous prie de le croire, je suis père, comme vous sans doute, j'ai des enfants, et puis il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour dire ce que je vais dire, c'est que je ne souhaite pas du tout qu'il y ait des conflits mondiaux. Donc l'Europe, c'est la paix, c'est un argument qui a l'apparence de la réalité, mais qui en fait est totalement fallacieux. J'ajouterais même que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et je vais passer au deuxième point, c'est qu'on fustige toujours les nationalistes. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est les nationalistes européens. Parce que tout je veux dire de l'Union européenne. Parce que le discours que vous tenez, c'est exactement en fait un discours qui vise à entrer en guerre avec le monde arabo-musulman. C'est d'ailleurs pour ça que je faisais référence tout à l'heure au propos de M. Bernard-Henri Lévy. Si vous avez une bonne notion de l'histoire, comment est-on arrivé à la guerre de 1914 ? On est arrivé à la guerre de 1914 parce qu'il y avait un jeu d'alliances automatiques entre la France, l'Angleterre, le Royaume-Uni, la Serbie et l'Empire Tsar qui voulaient assurer la paix. Ils voulaient assurer la paix face à la menace des empires centraux. Et lorsque François Ferdinand a été assassiné à Sarajevo en 1914, en juin 14, eh bien, ça a fait un court-circuit de toutes ces alliances automatiques. Et c'est d'ailleurs Jaurès qui avait poussé le haut-là en disant « Attention, attention, attention !» Il s'est fait assassiner, comme vous le savez, dans un café par un certain vilain. Mais maintenant, si nous prenons la hauteur de vue nécessaire, les empires centraux en 14 qui menaçaient la paix prétendument, c'était l'empire wilhelminien et c'était l'empire des Habsbourg et accessoirement l'empire ottoman. Mais maintenant, qu'est-ce qui menace la paix selon la doxa dominante ? C'est le monde arabo-musulman. Et pourquoi doit-on faire la construction européenne ? Pour faire face au monde arabo-musulman. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il s'est passé, on l'a vu sur la guerre en Irak. On le voit sur la Libye. On le voit sur la Syrie. On l'a vu sur l'Afghanistan. On risque peut-être de le voir, j'espère ne peut pas, vis-à-vis de l'Iran, c'est que nous sommes en train de recréer exactement les conditions de 1914. Simplement, il faut avoir conscience que, comme le disent les historiens, l'histoire ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. Si vous avez l'intelligence de comprendre
que désormais l'empire bismarckien, c'est pas l'empire bismarckien, maintenant il s'appelle le monde arabo-musulman. Et l'empire austro-hongrois, eh bien c'est un peu la même chose, ou c'est l'Iran. Eh bien vous avez tout compris sur le drame dans lequel nous sommes en train d'être entraînés par cette construction prétendument porteuse de paix et qui en fait nous a complètement assujettis, notamment par l'article 42 du traité sur l'Union européenne, à l'OTAN et à un empire belliqueux qui se livre à des guerres néocoloniales. Allez donc en parler aux Afghans pour leur demander ce qu'ils pensent de l'Europe, c'est là. Le deuxième point concerne le garde-fou pour la démocratie. Je trouve ça tout à fait extraordinaire, parce que, comme je le dis souvent, si le Front National n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. C'est-à-dire que M. Le Pen avait créé le Front National voici 40 ans cette année, avec des anciens Waffen-SS, et c'était un groupuscule extrémiste qui végétait dans son coin. Seulement voilà, à partir de 1983, tous les grands médias français ont reçu instruction de M. Attali et de M. Mitterrand de donner le maximum de notoriété au Front National. Et ça n'était pas seulement d'ailleurs M. Mitterrand, puisque des journaux et des organismes privés, RTL, Europe 1, Le Monde, etc., tous les journaux de grands médias qui étaient privés, qui n'étaient pas détenus par l'État, ont participé à cette chorale pour orchestrer le lancement du Front National. Alors je trouve assez extraordinaire que vous m'opposiez les partis extrémistes. J'ai rappelé tout à l'heure, j'y reviens parce que j'y tiens, je suis têteux. Le Front National ne propose pas de sortir de l'Union européenne. C'est le premier point. Il ne propose ni de sortir de l'euro, ni de sortir de l'Union européenne. Il faut se renseigner. Quand bien même, d'ailleurs, le ferait-il, ce n'est pas parce que le Front National dirait qu'il fait beau aujourd'hui que nous devrions dire qu'il fait mauvais. Mais en plus de ça, il ne le propose pas. En revanche, ce que je note, c'est que Mme Le Pen bénéficie d'une couverture médiatique considérable. Considérable. Donc si toutes les forces médiatiques craignaient à ce point le Front National, ils lui appliqueraient exactement le même viatique que celui qui m'est appliqué à moi et à nous, c'est-à-dire l'absence totale d'ouverture médiatique. Voilà comment ça se passe. Et en réalité, ces mouvements extrémistes que l'on voit effectivement monter un petit peu comme ça, par-ci, par-là, d'abord, toutes les enquêtes sociologiques montrent qu'ils ne dépasseront jamais environ 15% en trans, 15 à 20% des électeurs. Je l'ai dit, je me suis fait agonir d'injures, d'ailleurs, par beaucoup de partisans du Front National qui m'annonçaient que Mme Le Pen ferait 30, 35, je ne sais plus combien. J'ai dit, mais non, elle fera moins de 18. Elle a fait moins de 18. D'ailleurs, là, elle a fait 13,7 hier. Bon, c'est moins qu'au cantonat, c'est dans la lignée traditionnelle de ce qu'est fait le Front National depuis 30 ans. On sait qui sont, ça arrive hein, comme ça. Le Parti communiste français, il a été scotché à 20% des voix, 20-25% des voix, entre le congrès de Tours et puis les années 90. Voilà, et puis il ne pouvait pas en décoller, ben, ça arrive. Mais c'était formidable d'avoir un parti communiste comme ça, parce que ça assurait en effet le maintien de la France dans le camp atlantiste. Et bien c'est formidable d'avoir un Front National à 15%, parce que ça permet de faire ce que vous venez faire exactement, c'est-à-dire de jouer l'amalgame et de me reprocher à moi, parce que nous dirions la même chose, ce qui par ailleurs est totalement faux, parce que nous dirions la même chose qu'un parti comme celui-là, par amalgame, eh bien d'être discrédité sans avoir le droit de parler. Quant au dernier point, le dernier point qui concerne la part de l'État, je vous ai repris tout à l'heure parce que je trouve quand même un petit peu fort de café. Je comprends très bien qu'on puisse être contre l'État. Qu'on puisse vouloir une économie libérale, je vous comprends parfaitement. Moi d'ailleurs, je n'en suis pas un étatiste échevelé. Mais ce que j'ai quand même plus de mal à croire, à comprendre honnêtement, parce que sinon les mots n'ont plus de sens, c'est que on se prétende de gauche en prétendant vouloir réduire les prélèvements obligatoires, réduire la présence de l'État, puisque depuis Saint-Louis, ça ne date pas d'hier, c'est depuis les établissements de commun profit de Louis IX, pour la France et pour les Français, l'État, c'est celui qui assure la justice sociale et qui a un rôle redistributif. Je voudrais, au passage, faire remarquer, et puis je m'arrêterai là, sur une statistique qui ruine, excusez-moi, totalement votre raisonnement. Quels sont les pays de l'Europe qui se portent le mieux en ce moment?
Les deux premiers qui se portent le mieux, c'est la Norvège et la Suisse. Ce sont les deux pays qui ont refusé d'entrer dans la construction européenne d'ailleurs. Mais ensuite, parmi ceux qui sont dans l'Europe, quels sont ceux qui se portent le mieux? Eh bien, c'est la Suède et le Danemark qui ont refusé d'entrer dans l'euro. Mais, excusez-moi, je voudrais quand même, je termine tout de suite, je voudrais rappeler que les trois pays européens qui se portent le mieux, selon toutes les statistiques, c'est la Norvège, la Suède et le Danemark, qui sont les trois pays du monde qui ont les plus forts prélèvements obligatoires du monde, avec des prélèvements qui sont de l'ordre de 57% du PIB. Ça veut donc bien dire, alors que deux pays qui sont en revanche avec des prélèvements obligatoires beaucoup plus faibles, hein, je pense par exemple au Royaume-Uni, ou je pense à la Grèce, ce sont des pays qui sont dans une situation catastrophique. Donc il est faux, il est tout simplement factuellement inexact, de bâtir une corrélation entre le taux de prélèvements obligatoires dans un État et ses réussites économiques. C'est faux. Juste un petit mot à ce moment du débat. Je pense que les termes du débat sont assez clairs. Est-il sortir ou non? On a écouté des arguments pour ou contre la sortie, mais moi je voudrais revenir sur un point. En France, on est rentré dans l'Europe sans s'en rendre compte finalement. Dans les années 60, 68, au moment de la PAC, là, les politiques agricoles communes, il n'y avait que les éleveurs de veaux et des producteurs de lait qui connaissaient l'Europe. Ils pouvaient vous parler de l'Europe, mais les autres, on ne s'en rendait pas compte, d'autant plus que les différents gouvernements qu'on a eus étaient pour l'Europe, mais avec toujours une certaine distance, comme c'est le prendre la France. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que, en ce moment où on a été tenu d'accepter l'euro, les règles communes, etc., les commissions de Bruxelles, qu'est-ce qui changerait pour les Français si demain il y avait le référendum, par exemple, sur la règle d'or, une proportion de PIB, et que la France dise non, et puis qu'à la suite, on ne sorte pas de l'Europe, mais on se détache de l'Europe. Un petit peu comme les Grecs qui se posent vraiment des questions maintenant, et qui ont d'ailleurs très peur. L'Irlande en est un autre exemple qui lors de la crise, voulait sortir de l'Europe, mais qu'est-ce qu'on a vu? Référendum, 60% des gens veulent bien rester et accepter cette règle d'or. Alors, moi, je voudrais poser la question à nos deux orateurs. Est-ce que si on sort de l'Europe, par hasard, pourquoi pas, on ne sait pas de quoi fait l'avenir, qu'est-ce qui changerait dans la vie quotidienne des Français, repasser au franc, ne plus accepter des règles communes et puis couper finalement les ponts avec des pays qui nous sont très très proches. Je pense à l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, c'est le partenaire qu'on ne peut pas éviter. Qu'est-ce qui se passerait pour les Français? Je passe la parole à M. Derret qui veut répondre. Avant de répondre à ça, je vais quand même retirer un mot sur ce qui nous a un petit peu opposé et sur un certain nombre de mots qui ont été, que j'ai notés. J'ai dû en manquer un certain nombre. Mais il y avait donc dictature, viol, piétiner, un que j'arrive pas à relire. Enfin bon, ok. Bon, c'est pas, à mon avis, les choses quand même n'exigent pas ce genre de termes quand on discute. Mais bon, bref, après tout, pourquoi pas. Bon, ensuite, sur la question préalable, vous avez assimilé la question préalable à une procédure dictatoriale. Mais je vous rappelle que la question préalable, c'est une procédure qui existe dans les parlements, et notamment au Parlement français. Donc, assimiler ça à la dictature, j'ai trouvé ça un peu drôle, disons. Bon, sur la paix, alors je ne peux pas revenir sur... Je suis assez d'accord sur un certain nombre de choses que vous dites. Et c'est vrai que c'est pas l'Europe qui a fait que jusqu'à la chute du communisme, on est resté en paix. C'est vrai. Bon, il y a eu après. Mais quand je parlais de cette notion de paix, c'était la paix entre les différents pays d'Europe, et notamment d'une Europe très élargie. Et c'était en prévision de l'avenir, et en disant qu'aujourd'hui, sait-on si, dans la période de crise que l'on traverse avec les développements des partis extrémistes, etc.,
dans lesquels je ne vous mettais absolument pas. Dans les partis marginaux, oui, mais pas dans les partis extrémistes. S'il y avait ce développement, effectivement, il pourrait y avoir un danger pour la paix, non pas pour la paix du monde, pour la paix entre les pays européens. C'est ça que je voulais dire. Enfin, quand j'ai entendu que la construction européenne était faite pour lutter, là je relis, était faite pour lutter contre le monde arabo-islamique, bon, quand même, j'ai quand même eu un petit sursaut. Bon, et un point, deux points, ce sont des petites choses, mais enfin, c'est quelquefois, bon, quand social-libéral, on ne peut pas être libéral quand on est de gauche, etc. Et il y a quelque chose qui s'appelle le social-libéralisme, qui prouve qu'on peut être libéral et avoir une fibre sociale. Donc, je veux dire, les deux choses qui peuvent paraître contradictoires peuvent exister. Et je suis d'accord avec vous que ce n'est pas forcément les pays qui ont le plus bas taux de prélèvement qui vont avoir la meilleure développement économique. Donc, tout ça n'est pas forcément lié. Mais social et libéral à la fois, c'est quelque chose qui existe, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Bon, alors, oui, donc si on sortait de l'Europe, ce qui changerait? Bon, il changerait tellement de choses qu'à la limite, bon, la première chose qui changerait, je crois, et à la limite, je m'en tiendrai à ça, mais c'est vrai qu'on perdrait à la fois un certain nombre d'aides, la PAC, enfin bon, il y a de multiples avantages que l'on perdrait. Mais je crois que ce qui se passerait d'abord, c'est d'abord qu'on coûterait l'euro, et donc on coûterait l'Europe. La première chose, ce serait une dévaluation, vraisemblablement, on peut défendre une dévaluation très importante. Alors, dévaluation dont on peut dire, ah, mais ça aurait des avantages parce que ça faciliterait nos exportations. Et ça, je n'y crois pas. J'y crois pas, j'y crois peu. D'abord parce que ça faciliterait l'exportation, peut-être. En tout cas, ça augmenterait les importations, sûrement. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on importe plus qu'on exporte. Donc, au moins pendant un certain temps, on subirait davantage le coût d'augmentation des importations par rapport à l'avantage des exportations. En plus, ça avantagerait les exportations. Admettons, toujours est-il que dans le prix des produits importés, il y a le coût notamment des matières premières qui, elles, sont importées. Dans le prix des produits exportés, pardon. Il y a le prix des matières premières qui, elles, augmenteraient et sont importées. Donc, la différence de prix, l'avantage de prix que l'on aurait à l'exportation serait déjà limité par cette augmentation des importations. Ensuite, si on quittait l'Europe éclaterait. On ne peut pas imaginer que l'Europe continuerait à vivre sans nous, à vivre sans la France. Donc, tous les pays d'Europe subiraient de la même façon que nous une dévaluation. Et donc, l'avantage est sans doute même supérieur à la nôtre. Donc, l'avantage compétitif que l'on pourrait gagner, on ne le gagnerait pas, en tout cas, vis-à-vis des autres pays d'Europe, parce qu'ils dévalueraient aussi, et peut-être encore plus que nous. Alors, il y aurait un avantage, effectivement, partiel vis-à-vis d'Allemagne. Simplement, on sait, je pense, que la différence d'exportation entre l'Allemagne et nous ne tient pas tellement au prix. Elle tient au fait que les produits allemands, la qualité allemande, l'image des produits allemands, la qualité du commerce allemand, etc. Donc finalement, autant je vois bien les inconvénients que l'on aurait, et puis avec suivi, parce que cette augmentation de prix des importations, ça serait suivi par une augmentation des prix, par une inflation, par une augmentation des salaires, réinflation, et donc réaugmentation de prix d'exportation, etc., etc. Je ne vois vraiment pas, ni à court, ni à moyen terme, les avantages que l'on pourrait tirer de ce point-là, et il y a tellement d'autres inconvénients que l'on a. Le plus important, Alors, bon, on va pas faire arrêter la partie de ping-pong sur la démocratie, mais je persiste. Et il faut effectivement, vous étiez pour le oui. Donc quelqu'un qui a milité pour le oui trouve finalement assez naturel que finalement on ait le texte pour lequel il militait. Ça c'est tout à fait, oui. Les 55% de Français qui ont voté non, dont j'étais, dont il y a parmi dans cette salle un certain nombre de personnes, je peux vous dire que lorsqu'ils vous entendent jouer les chochottes parce que je dis qu'on a violé la volonté des Français, eh bien, ils l'ont en travers de la gorge. Voilà. Ils l'ont en travers de la gorge. Parce que je pèse mes mots, c'est une honte. On a violé, et je persiste, le vote des Français. Alors, s'agissant maintenant de la sortie de l'Union européenne. Eh bien, écoutez, si nous sortons de l'Union européenne,
Je vous signale, je vous informe que Paris sera détruit, que le sol va s'ouvrir devant nous et que toute la France et tout le continent européen vont disparaître dans le feu de la GR. Vous êtes contents? Je voudrais, mais non, je ne suis pas exagéré parce que c'est exactement le discours que nous avons. D'abord, je voudrais faire remarquer qu'il y a une vie après l'Union européenne. Parce qu'il y a déjà des territoires qui sont sortis de l'Union européenne. Certainement, ce n'est pas des très grands, vous ne les connaissez pas forcément, mais il y a le Groenland. Le Groenland qui est une colonie danoise qui est sortie de l'Union européenne justement pour avoir sa souveraineté, sa capacité budgétaire, son autonomie dans le cadre du royaume de Danemark. D'ailleurs, les Groenlandais se trouvent très bien. Évidemment, on va rigoler, on va dire oui, je parle de l'exemple qui existe. Mais il y a donc des exemples qui existent. Deuxièmement, je voudrais faire remarquer un deuxième point très 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 important. C'est qu'il y a les gens qui ont adhéré à l'UPR le savent, puisque c'est quelque chose que je dis sans arrêt. Il y a dans le traité sur l'Union européenne un article qui s'appelle l'article 50, qui prévoit les modalités par lesquelles un État peut sortir de l'Union européenne. Donc, cela signifie qu'avant toute chose, avant de discuter du bien fondé, du mal fondé, des conséquences, etc., il y a un point sur lequel je pense tout le monde de bonne intelligence peut convenir avec moi, c'est qu'il est possible d'en sortir puisque c'est prévu. C'est prévu dans les traités. Donc c'est possible. Et si c'est possible et si c'est écrit noir sur blanc dans les traités par l'article 50, ça veut dire qu'on a le droit d'en débattre. Me semble. Et que ça n'a rien d'extrémiste que de vouloir débattre de la mise en œuvre d'un article, d'un traité, qui a été d'ailleurs imposé aux Français en dépit du fait qu'ils ne l'avaient pas voulu. Donc on a quand même le droit d'en débattre. Bien, c'est un point très important. Parce que jusqu'à il y a encore quelques années, quand je disais qu'il fallait sortir de l'Union européenne, les gens me disaient « mais c'est impossible, c'est impossible ». Non, c'est pas impossible, ça c'est prévu. Alors, maintenant, vous avez fait, si je peux me permettre, le coup de l'apocalypse. Alors évidemment, c'est parole contre parole. Moi, ce que j'observe, c'est, je disais dans une vidéo que j'ai enregistrée il y a quelques jours, tout ce que prévoyaient les gens qui étaient contre le traité de Maastricht en 1992 se révèle exact. Toutes les promesses qui avaient été faites par les partisans de l'euro et de l'Union européenne se révèlent faux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et nous avons donc des gens, je suis désolé, mais puisque vous aimez l'entreprise, moi aussi, dans une entreprise où l'on demande à des chefs d'entreprise de rendre des comptes désormais trimestriellement, si au bout de 2-3 trimestres, si au bout d'1 an, 2 ans, la situation devient de plus en plus catastrophique, eh bien, les actionnaires disent merci monsieur, au revoir monsieur. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec monsieur Jean-Marie Messier. Et que fait en général, ce qui s'est passé avec M. Haberin, que fait en général le dirigeant un peu véreux qui constate que sa gestion mène à la catastrophe? Vous savez ce qu'il fait de façon systématique? Il dit « mais non, 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 ça va aller mieux. Il faut me donner plus de temps et plus de pouvoir. » C'est le relationnement systématique. Ah, nous, ça fait pas 2 ans, les enfants. Ça fait 20 ans depuis 1992. Ça fait 20 ans que l'on attend prétendument que l'euro devait nous apporter plus de croissance, plus d'emplois, plus de richesses, que l'Europe devait être démocratique et sociale. Nous constatons que c'est le contraire exact qui se passe et de pire en pire chaque année. Et nous avons affaire à des dirigeants véreux qui refusent de reconnaître que les médecines qu'ils ont proposées se révèlent contre-productives et qui nous assurent qu'il faut faire encore plus d'Europe, et d'ailleurs c'est toujours à eux que l'on continue de donner la parole. Voilà. Alors moi j'estime que quand vous avez affaire à un médecin qui vous a diagnostiqué un panari, alors qu'en fait vous aviez un cancer du foie, eh bien, si vous êtes allé voir un autre médecin, à ce moment-là vous ne retournez plus voir le premier.
vous avez compris que c'est quelqu'un d'incompétent. Parce qu'il y a quand même le réel qui doit être là, non d'une pipe. Nous avons affaire à la contradiction entre l'esprit scientifique et l'esprit dogmatique. L'esprit scientifique, ce sont des gens qui considèrent que seuls les faits ont raison. Et quand depuis 20 ans, depuis 1992, 55 ans depuis le traité de Rome, nous allons de pire en pire, eh bien les faits ont raison. Et puis vous avez l'esprit dogmatique qui considère que les faits n'ont jamais raison. Que c'est la dogme qui a raison malgré les faits et que le dogme n'a jamais été bien appliqué. Alors, vous me dites que si la France sort de l'Union européenne, il se passera des tas de choses. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'article 50 a prévu une modalité de sortie, c'est une négociation pendant 2 ans avec les autres États. Donc, on entre dans un processus de négociation. Donc, il n'y a pas de quoi, c'est des cris d'orfraie, on dit on négocie. C'est ce que c'est actuellement la Grèce, l'Espagne négocient quand ils ont des gros problèmes. Deuxièmement, je voudrais faire remarquer un principe général du droit international public, qui est le principe de la succession des États et des régimes politiques. Vous savez que lorsqu'il y a une révolution ou un changement de gouvernement ou d'un changement de majorité dans un État, eh bien, toutes les réglementations et les lois continuent de s'appliquer tant que le nouveau régime ne les a pas changées. Le fait que M. Hollande ait succédé à M. Sarkozy n'a changé en rien les lois et les règlements que la France et les traités que la France a acceptés. Donc, si nous sortons de l'Union européenne, et toutes les réglementations actuellement en vigueur, y compris les réglementations européennes, continueront d'exister. Alors, quelle est la différence et quel est l'intérêt? La différence, c'est que nous pourrons commencer à les modifier en tant que de besoin. Par exemple, si nous voulons lutter contre les délocalisations qui sont en train de détruire notre pays, nous perdons 800 emplois industriels par ouvrable. Ça, c'est du matter of fact, c'est du concret, c'est pas des vaticinations sur la Sainte Ligue. Donc, qu'est-ce qui se passe? On perd 800 emplois industriels par jour ouvrable. Les Français n'en peuvent plus. Il y a d'ailleurs une cohorte de plans sociaux qui arrive à toute allure. Eh bien, les Français, ils veulent quoi? Ils voudraient qu'on interdise aux entreprises de délocaliser. C'est ça que veulent les Français. Eh bien, pour interdire aux entreprises de délocaliser, il faut donc abolir l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui précise cet article 10, sont interdites toute restriction aux échanges de capitaux entre les États d'Europe et entre les États d'Europe et les États tiers. Donc, tant que nous sommes sous l'empire de cet article 63 TFUE, je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre bien d'autres, eh bien, tous les discours politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, eh bien, tous les discours politiques qui proposent aux Français de lutter contre les délocalisations se moquent tout simplement des délocalisations. Point. Donc, ce que nous ne disons pas que d'un seul coup, nous allons hérisser la France de barrières tous azimuts. D'ailleurs, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Est-ce que la Suisse est hérissée de barrières tous azimuts? Est-ce que c'est la Corée du Nord, les enfants? La Norvège, est-ce que c'est Ubu? Non, ce sont des pays qui se portent très bien. Simplement, ils ont une politique, comme la France a toujours eu d'ailleurs, comme tous les pays du monde ont toujours. La France a une politique conforme à ses intérêts nationaux. Je voudrais terminer là-dessus. Alors, on peut parler des dévaluations. Bon, les dévaluations apocalyptiques, c'est moi qui ne le crois pas. Enfin, j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je voudrais simplement terminer sur un point. Un des nombreux points sur lesquels les européistes sont toujours muets comme des cats, c'est que je leur dis, mais comment font les autres? J'ai vu une anecdote, je vais vous raconter une anecdote rigolote. Figurez-vous que M. Jean-François Copé, vous voyez qui c'est? Il est le patron de l'UMP. Figurez-vous qu'il était parlementaire et à l'Assemblée nationale, il était le président du groupe d'amitié, vous savez qu'il y a des groupes d'amitié à l'Assemblée nationale, il était président du groupe d'amitié France-Singapour. Alors, voici pas qu'il a reçu le brigadier général, c'est l'un des postes de ministre, ça s'appelle brigadier général à Singapour, je connais bien Singapour, il y a plusieurs fois, dans mes fonctions, dans des cabinets ministériels d'ailleurs.
Il a reçu donc le brigadier général de Singapour, donc qui est un peu l'équivalent d'un très grand ministre. Et devant les médias, moi j'ai toutes les références, ça vous intéresse. Monsieur Copé a pris à témoin les Français en disant nous devons prendre l'exemple de Singapour. Singapour, c'est un État qui appartient aux Nations Unies, qui est grand comme la moitié de l'Île-de-France et qui comporte 4 500 000 habitants. Point. Donc la France, qui a 65 millions d'habitants, qui est la 5e puissance économique mondiale, prétend, diffuse constamment ce discours aux Français que nous ne serions plus rien si d'aventure nous ne fusionnions pas avec les Chypre et la Lettonie. Mais concrètement, quand on voit ce qui se passe à Singapour, on donne l'exemple de Singapour, ou bien on donne l'exemple de la Corée qui a 40 millions d'habitants, ou de Taïwan qui a 15 millions d'habitants, ou de la Suisse qui a 6 millions d'habitants, etc., etc. Il n'y a aucune corrélation dans le monde entre la taille d'un État, sa population, et son bien-être. C'est même pratiquement le contraire qui est vrai, puisque les États les plus gigantesques sont aussi souvent les plus pauvres. La Chine, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, l'Indonésie, le Nigeria, etc. sont des pays qui sont souvent avec un niveau de vie statistiquement inférieur. Donc, ce que je voudrais quand même que l'on m'explique, c'est pourquoi est-ce que l'on met dans la tête des Français qu'ils doivent se faire harakiri pour fusionner avec les 26 pays alentours, alors que cette stratégie ne donne que des désastres depuis maintenant 55 ans, et qu'elle n'est imitée nulle part ailleurs dans le monde. Bien, je pense qu'on va passer aux questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur Marc Deret? Aucune question? Ça m'étonnerait quand même. T'as déjà. Vous ne pensez pas que Roxef fatigue de la violence son consommement d'été? Oui, vous permettez quand même que je ne peux pas résister quand même. Les trois exemples que nous a donnés notre monsieur François Asselineau, de pays qui s'en sortent à travers l'Europe, c'était la Suisse, le Groenland et la Norvège, mais qui a du pétrole à ma connaissance. Mais enfin bon, mais c'était la Suisse, c'est bien, c'est amusant. Bon, alors, oui, effectivement, la Commission européenne, notamment, l'Europe et notamment la Commission européenne, et un côté intrusif, mais je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire, il y a à mon avis, une différence entre ne pas être d'accord avec forcément l'organisation et la pratique de l'Union européenne et souhaiter qu'effectivement ça change sur un certain nombre de points, et puis dire on va en sortir. Mais sur le principe, je suis tout à fait d'accord avec vous que la Commission notamment a une manière de fonctionner et de procéder qui ne me convient pas du tout et qui est certainement à modifier. À l'accepter, puisqu'il y a des choses qui sont demandées, il y a des choses qui sont faites. Je prends par exemple, et là je sors de la commission précisément, mais je prends par exemple au cours de la dernière campagne électorale. Bon, Sarkozy a eu l'occasion, sur 2 points, notamment sur Schengen, et le deuxième point m'échappe, mais bon, en tout cas, sur 2 points, de dire on n'est pas d'accord sur ces 2 points, et si il n'y a pas, le deuxième point, enfin bon, fait, et s'il n'y a pas de modification de la part de l'Europe, d'ici 1 an, on sortira, ou en tout cas, on mettra entre parenthèses Schengen, et puis les deuxièmes points, excusez-moi, qui m'écharnent. Bon, ce qui veut dire que le fait d'être dans une Europe dont on accepte globalement, effectivement, les règles, n'empêche pas qu'il y ait certains points sur lesquels on n'est pas d'accord et sur lesquels il peut même y avoir une espèce de pression en disant si vous changez pas, nous-mêmes, on fera des modifications. Mais ça n'exige pas d'en sortir. Oui, c'est un boucle de plus en plus, je ne sais pas, mais enfin oui, ça l'est. Je suis d'accord avec vous, ça l'est, et ce serait mieux que ça le soit. Hein. C'est d'accord. C'était mieux. Et répondre à M. Deret qui ne peut jamais
s'empêcher de me lancer une petite pique. Donc je vais les renvoyer ces piques parce qu'il a Non, 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 non. Mais attendez, moi je suis allé au Groenland. Allez dire aux Inuits, allez-y aux Inuits mais quel est le problème? Qu'est-ce qu'ils ont pas bien, les Suisses? Non, mais c'est très bitin, c'est pas. Mais ça veut dire quoi, ce petit rire? Vous pouvez préciser? Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il se trouve que dans les exemples, vous avez les Non, mais j'ai donné les exemples des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. La Suisse et le Groenland. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. J'ai dit le Groenland était sorti, c'était le seul exemple, avec une collectivité d'outre-mer, il s'appelle Saint-Martin, pour être précis. Il n'y a qu'un seul exemple d'un pays qui est sorti de l'Union européenne. Bon, non, mais ça existe. Ça existe et le Groenland n'a pas disparu de la carte. Bon. Donc je vais dire que déjà, et d'ailleurs ce que j'attends moi avec beaucoup d'intérêt, c'est d'ailleurs ce qui tétanise les européistes, c'est pour ça qu'ils ne veulent surtout pas que la Grèce sorte de l'Europe, c'est parce que si la Grèce sortait de l'Europe et de l'euro, dans 2 ans, la Grèce se porterait comme un charme. Et c'est justement cet effet-là qu'ils veulent surtout éviter. C'est surtout ça qu'ils veulent éviter. Donc moi je suis obligé, si l'Allemagne était sortie de l'Union européenne, je le dirais, elle ne l'est pas. Je prends donc des exemples. Vous me reprochez les exemples, je prends les exemples tirés du réel. Maintenant, il y a 2 pays, j'ai cité la Norvège et la Suisse et l'Islande comme n'étant pas membres de l'Union européenne, et se portant très bien, d'après les statistiques du PNUD, et j'ai cité après les exemples du Danemark et de la Suède qui sont dans l'Union européenne et qui ne sont pas dans l'euro, et qui se portent beaucoup mieux que les autres. Donc je prends quand même un certain nombre d'exemples. Je prends les exemples que j'ai. Je ne vais pas dire que l'Italie est sortie de l'Europe, puisque ce n'est pas vrai. Donc je suis obligé de prendre les exemples. Bon, c'est quand même un procès assez extraordinaire que de me reprocher les exemples que je prends, puisque ce sont les seuls que je puis prendre. Je voudrais préciser quand même que s'agissant de ces États, enfin je fais une conférence sur la Suède, on avait promis la pire apocalypse aux Suédois s'ils n'entraient pas dans l'euro. Lors du référendum du 14 septembre 2003, les Suédois ont tenu le bon, ils ont voté non. 9 ans après, ils s'en félicitent tous les jours. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir maintenant comment dirais-je, un historique des manipulations des opinions passées pour voir que les prophètes de l'Apocalypse, qui sont d'ailleurs les mêmes que les prophètes du paradis terrestre, c'est le paradis terrestre si c'est l'Union européenne, c'est l'Apocalypse si on n'y est pas, eh bien, encore une fois, ont été pris en défaut. Je connais le petit argumentaire qui consiste à dire la Norvège a du pétrole. Ben, figurez-vous que l'Angleterre aussi, le Royaume-Uni aussi a du pétrole. Et plus que la France, elle avait la première agriculture, sinon du monde, en tout cas, oui, la première industrie agroalimentaire du monde. Nous sommes en train de tout détruire. Donc il y a peut-être un petit problème quelque part. C'est la première fois depuis sans doute Vercingétorix que l'Allemagne produit plus d'agriculture que la France. Donc ça veut dire qu'on a un problème qu'il faut regarder en face. C'est ce que je voulais dire sur ces questions qui étaient les questions, comment dirais-je, préjudiciaires. Pour le reste, je ne me rappelais plus ce que vous aviez. Ah oui, c'était au sujet de la commission, le caractère intrusif. Alors je vais peut-être un peu vous surprendre, mais pour le coup, je serais tenté de ne pas trop taper sur la commission, toute chose égale par ailleurs, parce que simplement on lui demande de faire un travail qui est impossible. C'est très gentil, les européistes qui font porter le chapeau à la Commission européenne. Je ne porte pas la Commission non plus dans mon cœur, bien entendu. J'explique dans les conférences comment elle est peuplée. Mais le principe même de la construction européenne est un principe impossible. Il est impossible d'avoir 27 États qui soient d'accord sur tous les sujets. Même sur un seul sujet, ça n'est jamais le cas. Moi, j'ai été dans des cabinets ministériels, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un seul sujet sur lequel il y ait un accord des 27. Ça n'est pas vrai. Voilà. Non, même pas, puisque sur la guerre en Irak, la France, justement, et l'Allemagne s'était opposée à la guerre en Irak en 2003, la Belgique et l'Allemagne s'étaient fait porter part. Donc, il n'y a pas un seul sujet. C'est conçu pour ça. C'est une des grandes, je pense, un des grands apports sur la scène politique française du mouvement que j'ai créé, c'est d'expliquer que si les Américains, puisque c'est les Américains qui ont créé la construction européenne, la déclaration Schuman a été rédigée dans les services de M. Dinet Chessab. Si les Américains ont voulu créer la construction européenne, c'est parce qu'ils savaient que ça ne marchait pas. C'est tout le truc, il est là. C'est parce que ça ne peut pas marcher qu'ils l'ont poussé. Et c'est pour ça qu'ils forcent de plus en plus
de pays à entrer. Parce que, écoutez, c'est très simple, je vais vous prendre un exemple qui est très précis. La Commission européenne est dans une situation de cohabitation permanente. Pourquoi? Ce que je vais dire est tout bête, mais personne n'y réfléchit jamais. Imaginez que la probabilité pour un État d'avoir un gouvernement de droite est de 0,50%, 50%, et 50% un gouvernement de gauche. Imaginons. Bon. La France, mettons une chance sur 2, un risque sur 2. Mais ensuite, l'Italie, c'est pareil. Donc, pour que la France et l'Italie aient un gouvernement de la même couleur, eh bien, ça va être, on va avoir quatre possibilités. On va avoir soit deux gouvernements de droite, soit un gouvernement de droite en France, un gouvernement de gauche en Italie, soit un gouvernement de gauche en France, un gouvernement de droite en Italie, soit deux gouvernements de gauche. Donc la probabilité pour qu'on ait des gouvernements de même couleur est de 0,5. Mais maintenant, si vous multipliez à chaque fois par un nouvel État, la probabilité qu'à un instant T, les 27 États soient dirigés par des gouvernements ayant la même couleur politique, elle est de, j'avais fait une fois le calcul, de 0,0000000. C'est-à-dire que la Commission européenne est systématiquement peuplée de gens qui sont de droite et de gauche. J'ajoute que la droite et la gauche n'ont pas le même sens selon les États, parce que tout simplement, chacun défend son steak. Et c'est d'ailleurs bien normal que les dirigeants défendent les intérêts nationaux. Ça veut donc dire que la construction européenne, par nature, est un système autobloquant. C'est ce que j'explique dans mes conférences. On le voit constamment. Mais constamment. Il y a quelques jours, on a mis une vidéo en ligne assez amusante avec le vice-président de la Banque européenne d'investissement, monsieur Philippe de Fontainneville, qui était candidat pour être président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD. Et puis, il y a eu un coup de Jarnac, parce que depuis Attali, il avait été prévu de se répartir les rôles, les postes entre la France et l'Allemagne. Et puis, il y a eu un coup de Jarnac, l'Allemagne n'a pas voulu soutenir. Et puis, en définitive, l'Italie a fait faux bond. Et puis, enfin bref, tout ceci a terminé que c'est un Anglais qui a remporté la mise, avec le plein soutien des Polonais, des Américains. C'est en fait un agent anglo-saxon, alors qu'il avait été bien convenu qu'il n'y avait pas de dirigeant anglais. Donc, nous avons une situation qui est une situation, je pèse mes mots, d'impasse, de blocage systémique, voulu, délibérément. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Américains veulent faire entrer de nouveaux États, parce qu'il y aura la Turquie, parce qu'il y aura la Moldavie, parce qu'il y aura la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie qui va entrer. Et que plus il y aura d'États, plus on multiplie à l'infini les blocages. Vous savez qu'il y a actuellement 23 langues officielles, 506 combinaisons de traduction. Et donc, quand il y aura la Croatie, on va passer à 1200 combinaisons de traduction, etc. Et donc, à chaque fois, pour assurer le blocage permanent, puisque la seule entité qui peut piloter cet attelage absurde, eh bien, ce sont les États-Unis d'Amérique, qui se gardent bien, eux, de s'appliquer cette médecine. On va passer une texte. Oui, enfin, c'est une autre question. Deux mots seulement. Quand vous dites que c'est un système autobloquant, moi je constate quand même que vous-même, ou en tout cas j'ai lu, je ne sais pas si c'est sous votre plume, ou en tout cas des gens qui pensaient comme vous, et qui avaient raison sur ce point, que 80% des lois françaises viennent de l'Europe. C'est quand même pour un système autobloquant qui se bloque systématiquement, arriver à faire que 80% des pays et de l'ensemble des pays viennent de l'Europe, c'est que c'est pas tellement autobloquant. Et en fait, je voudrais vous rappeler quand même que je ne parle pas là de la Commission, c'est vrai, j'élargis et je parle notamment du Conseil des ministres, mais il y a quand même pas mal de sujets sur lesquels la décision n'est pas à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée. Je vais répondre très, très vite. Oui, c'est une boutade, votre réponse. Oui, j'ai dit que le système est autobloquant, mais je n'ai pas dit qu'il ne décidait de rien. Je dis simplement que comme le système est autobloquant, eh bien, c'est ce que j'explique dans mes conférences, c'est ce que j'appelle le syndic extérieur qui décide de tout. C'est comme dans un immeuble. Quand il y a un immeuble avec 27 copropriétaires, les 27 copropriétaires n'arrivent jamais à se mettre d'accord sur rien, et donc c'est le syndic qui décide de tout. Voilà. Et donc, c'est ce qui se passe. Le syndic, c'est qui? Ce sont les États-Unis d'Amérique et puis les forces euro-atlantistes qui sont derrière et qui ont entièrement infiltré la Commission européenne. Donc, effectivement, nous avons ça tombe comme à Gravelotte.
nous avons en permanence des réglementations qui arrivent, mais ce sont des réglementations qui ont été faites pousser de façon sournoise sur les OGM. Tout le monde sait que c'est le lobby de Monsanto qui est derrière, par exemple, qui se faufile dans cet univers bureaucratique où il n'y a jamais un seul citoyen qui se pointe parce que les gens n'y comprennent rien. D'ailleurs, c'est fait qu'ils n'y comprennent rien, c'est exprès. Et donc, nous avons la loi de Monsanto qui s'applique à tous les pays de l'Union européenne. Ça, c'est bien entendu. Je suis d'accord que je n'ai pas dit que ça ne décide de rien. Quand je dis que c'est un système autobloquant, c'est que j'explique que comme c'est un système autobloquant, c'est le syndic extérieur qui en décide. D'ailleurs, j'ai un auguste prédécesseur dans cette analyse, quelqu'un qui était beaucoup plus fort que moi, puisqu'il l'avait prévu alors même que on était encore dans les limbes. C'est Charles de Gaulle soi-même, dans sa conférence de presse du 15 mai 1962, où il n'y avait encore que l'Europe des six. Et il expliquait justement que comme ça ne pourrait pas marcher, il faudra un fédérateur, disait-il, mais qui ne sera pas européen. Et c'est d'ailleurs le soir même que les 5 ministres MRP du gouvernement avaient claqué la porte, parce que justement, il avait dénoncé le rôle des États-Unis d'Amérique dans cette construction européenne qui est géniale. Hein. Attention, ce sont des gens très... Les think tanks, depuis 1945, ils ont bien travaillé. Hein, je ne peux pas prendre du tout ses adversaires pour des imbéciles. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a un empire de façon très maligne, très troisième millénaire, avec une guerre qui ne dit pas son nom, ça c'est pas moi, c'est François Mitterrand qui le disait dans le dernier Mitterrand, avec une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre inconnue, disait Mitterrand dans son livre de confidence à Georges-Marc Benamou, une guerre sans mort apparemment, mais pourtant une guerre à mort, et Mitterrand disait ils sont voraces les Américains, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde, ça a paru chez Plon en janvier 1997. Donc c'est une stratégie extrêmement redoutable. C'est une stratégie extrêmement redoutable qui a arrivé à mettre la main sur le continent de façon subreptice. Et s'il y a des questions? Oui. Alors justement, sur l'influence des États-Unis sur la construction européenne, il y a quelque chose qui va être mis en place en 2015, c'est le traité transatlantique. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de ce traité, justement? C'est dommage de vous en désintéresser parce que c'est... Et non, désintéressé. Je vais apprendre ce que c'est et je sais pas. Alors, nous avons affaire, j'ai l'impression de refaire une de mes conférences, nous avons affaire à une stratégie, il faut toujours en revenir, c'est comme pour comprendre un être humain, il faut venir à la jeunesse de son enfance. Pour comprendre une nation, il faut revenir à la jeunesse de sa populace, de son peuple. Donc on ne peut pas comprendre la France, ça c'est clairement Braudel, hein, les histoires longues, les temps longs, les temps moyens, puis le temps court. Donc il y a différentes temporalités historiques. On ne peut pas comprendre la France si on ne connaît pas les 30 dernières années, mais si on ne connaît pas non plus les 200 dernières et si on ne connaît pas les 2000 dernières. Les trois, il y a des rétroactions entre ces trois niveaux. Eh bien, c'est pareil avec les États-Unis d'Amérique, sauf qu'il n'y a pas de 2000 ans. Ça remonte à 200 ans. Vous savez, c'était la blague de... Je crois que c'était Einstein, me semble-t-il, qui avait... D'accord. Et qui avait dit que les Américains c'était le premier pays du monde à être passé de la barbarie à la décadence sans connaître la civilisation. Donc, on ne peut pas comprendre les États-Unis d'Amérique si on ne comprend pas comment ils se sont constitués, comment ils ont lancé la révolution américaine à partir de la Boston Tea Party en 1773, le 28 décembre, pour lutter contre la mainmise britannique sur les droits de douane. La révolution américaine a été initiée, la déclaration d'indépendance a été initiée par des colons riches et esclavagistes, qui se fichaient pas mal d'ailleurs des esclaves, hein, puisque Washington, quand il meurt dans son lit le 17 décembre 1799, il y a 300 esclaves noirs. Et comme je le souligne souvent, les États-Unis d'Amérique sont le dernier pays blanc à avoir aboli l'esclavage après la guerre de sécession, après même la Russie d'Alexandre II. Donc, ce qui a motivé la déclaration d'indépendance des États-Unis, c'est la volonté d'imposer les règles du commerce extérieur. Et celui qui détient les règles du commerce extérieur, c'est celui qui dirige le monde. C'est comme ça qu'ils conçoivent les choses. Et d'ailleurs, c'est en étroite harmonie avec l'idée allemande, cette fois-ci, pour le coup, de Bismarck, du Zollverein, c'est-à-dire qu'une union douanière, c'est comme ça que Bismarck l'avait conçue, permet de faciliter une union politique. Donc on voit bien que la construction européenne, dans son principe, elle est héritière à la fois
de la Déclaration d'indépendance américaine de 1776 et du Zollverein de Bismarck. Donc ce sont des entités, c'est une réflexion qui n'a rien à voir avec la réflexion française. Et ce qu'il faut donc savoir sur cette entité transatlantique, c'est donc que le nouvel étage de la fusée, c'est un grand marché transatlantique qui a été d'ailleurs approuvé par le Parlement européen à l'insu totale des Français et des autres peuples, qui vise à faire un grand marché entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Donc, au bout du compte, ce qui est au bout du compte, c'est bien l'aspiration totale du continent européen comme un domaine, un glacis géopolitique, sinon une colonie de l'Empire américain. C'est de ça qu'il s'agit. Mais évidemment, c'est un petit peu plus subtil que les troupes romaines avec le royaume de Palmyre en Syrie. C'est un tout petit peu plus subtil aussi que Hitler avec ses chars. C'est un truc du 3e millénaire. C'est très intelligent. Je ne savais pas ce que c'était, mais ça me paraît effectivement intéressant. Il faut prendre quelques garanties, mais ça me paraît intéressant, finalement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Venez peut-être. Bonsoir messieurs et merci beaucoup. J'ai bien fait de rater France-Angleterre. Alors, ma question s'adresse à monsieur Marc Déré. C'est simplement la réaction à une anecdote très rapide. Récemment, un ami a eu l'occasion d'assister à une conférence d'un ambassadeur italien promoteur de l'Union pour la Méditerranée. Et à l'issue de cette conférence, on demandait à mon ami ce qu'il en pensait. Et cet ami réagissait de la sorte en disant écoutez, votre projet d'Union pour la Méditerranée est très intéressant, mais pourquoi on n'en entend pas parler et pourquoi vous n'en parlez pas au peuple? Et la réponse absolument grotesque de l'ambassadeur a dit écoutez, vous savez, la physique quantique avance et on n'en parle pas au peuple. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut continuer dans cette voie-là avec une Europe et une élite eurocratique qui se séparent constamment du peuple? Et la deuxième, et pardon, si je peux, non, bah, si j'ai le temps, je poserai une deuxième question plus tard. Non, bien sûr que ça ne peut pas durer comme ça. Mais ce n'est d'ailleurs pas tout à fait comme ça. Il faut quand même pas. Parce qu'on parle de l'élite technocratique de Bruxelles, par exemple. Il y a quand même à Bruxelles le Parlement européen qui a quand même les pouvoirs, qui a le copouvoir législatif avec le Conseil des ministres, ce sont des élus. Bon. Le Conseil des ministres, ce sont des élus. Ce sont des élus, puisque ce sont les dirigeants ou les ministres des différents États. Donc, ce sont des élus. Donc, parler de la technocratie, c'est un peu exagéré. La commission est une commission technocratique, c'est incontestable. Mais les deux autres institutions ne le sont pas. Alors maintenant, est-ce que vraiment tout se passe en dehors de la connaissance du peuple, etc. C'est un peu vrai, mais enfin, il y a quand même des débats, ne serait-ce qu'au moment des élections, mais bon, c'est déjà quelque chose. Bon, enfin, l'Europe, c'est quand même quelque chose que l'on voit dans les journaux. Enfin, je pense qu'il ne faut pas être... on entend parler de l'Europe certainement tous les jours en ce moment, c'est vrai, depuis la crise, même si la crise de la Grèce devient moins importante, etc., on continue, ou l'Espagne, on continue à entendre parler, peut-être pas tous les jours, mais tous les 3 jours. Donc, je veux dire, on en parle. Alors que c'est vrai, la manière dont on en parle, je suis d'accord. Et les critiques qui étaient faites tout à l'heure au système médiatique, je les partage à 100%. Donc, c'est vrai que... Mais enfin, bon, on ne peut pas dire quand même que les choses se passent totalement en dehors du peuple. C'est vrai que ça pourrait être davantage... On pourrait aborder les choses d'une manière plus... Enfin, on pourrait en parler davantage pour aller vite. Mais enfin, ce ne sont pas que des technocrates. Et d'autre part, quand même, on arrive à être au courant aujourd'hui de ce qui se passe en Europe, à part le traité transatlantique. Comme nous devons quitter la salle dans 10 minutes, je vais redonner la parole à Marc pour 3 minutes de conclusion et ensuite à M. Asselineau pour répondre à votre question et on n'a plus le temps et conclure. Je ne vais même pas prendre 3 minutes de conclusion parce que je veux simplement redire ce que je disais. Et le débat ne m'a pas trop fait changer d'avis, mais c'est que je pense qu'effectivement, l'Union européenne apporte
un vrai plus à l'ensemble des États qui en font partie, que si la France en sortait, ce serait la destruction de cette organisation européenne, et ce serait très dommage pour la France, bien sûr, mais aussi pour l'ensemble des États européens. Conclusion. Je voudrais répondre à la question qui avait été posée à l'instant en disant que je crois profondément que la démocratie ne va pas sans ce que les anciens Romains appelaient virtus, c'est-à-dire la vertu. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr faire valoir que des ministres ont été nommés par quelqu'un d'élu. Ils n'ont pas tous été élus. On peut faire valoir que les parlementaires européens ont pu approuver, quoique les formules où c'est approuvé sont assez rares. On peut faire valoir que les parlementaires européens ont voté tel ou tel aspect des choses. Mais la question, c'est pas là au bout du compte. Ce que devraient se poser des gens qui ont à cœur, comme moi, comme nous tous, j'espère, dans cette salle, qui ont à cœur l'esprit de la démocratie, c'est en permanence de savoir si ce que l'on fait est conforme à ce que souhaitent vraiment les gens si on leur explique clairement. Moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin depuis 5 ans et demi pour expliquer clairement aux gens tout est fait pour qu'ils ne comprennent pas. Et quand on explique aux gens ce qui se passe vraiment, pourquoi y a-t-il tellement de gens ce soir qui arrivent? Pourquoi est-ce qu'on reçoit des adhésions tous les jours d'arsenalisme? C'est que d'un seul coup, les gens se disent « mais c'est pas du tout ce que je croyais !» Mais on est en train de m'avoir. Je suis comme dans un bazar, comme dans un souk. Je me suis fait escroquer. Donc les discours sur l'Europe sont des discours d'escroquerie. Une escroquerie, oui, c'est un mot très important parce que ça consiste à crocheter. On fait rêver aux gens sur la paix. Qui peut être contre la paix? Et sur ce genre de choses, on leur fourgue en fait des politiques, des contraintes dont les Français sont absolument ignorants. Ils sont les derniers à pouvoir imaginer ce qui se passe. Et il y a d'ailleurs de plus en plus de Français qui ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils votent à droite, ils votent à gauche, ils ont les mêmes politiques qu'ils détestent. Et donc c'est pour ça qu'on voit, vous avez vu, on a eu battu hier un record de toute l'histoire de toutes les républiques sur l'abstention à des législatives, 42%. Ça veut dire que la société est de plus en plus malade parce que les Français ne comprennent pas pourquoi quand ils votent à droite ou qu'ils votent à gauche, ils ont la même politique. Eh bien, je le leur explique. C'est parce qu'ils nous ont perdu les manettes. Voilà, j'ai répondu à cette question. Alors, comme Marc Déré a fait sa conclusion, je dirais la mienne n'a évidemment pas fallu changer d'un iota mes analyses. Je voudrais quand même ajouter une toute petite pierre à l'édifice, mais c'est la plus importante. Ce que l'on peut dire, vous, moi, nous, en fait, n'a pas tellement d'importance. C'est important. Mais ce que devrait se poser comme question des gens qui voient avec la hauteur de vue nécessaire le processus, c'est est-ce que c'est possible? Or, la construction européenne, inéluctablement, va exploser. Tous les ingrédients le montrent. La cumulation des problèmes, des contradictions, le refus de soutien des peuples, qui sont tous violés comme le peuple français. Les Irlandais, ils ont voté effectivement parce qu'on leur a fait peur. On leur a dit la règle d'or. La règle d'or, c'est une fumisterie. C'est absurde, la règle d'or. Vous vous rendez compte ce que c'est que la règle d'or? C'est de dire un État ne doit jamais, jusqu'à la fin des temps, ne doit jamais faire plus de 0,5% de déficit structurel. Comme j'explique dans une conférence, dans une vidéo récente, que ça ne dépend pas des dirigeants. Vous ne savez pas que les recettes d'un pays dépendent de la conjoncture ou dépendent des dépenses de l'État sur lesquelles on n'a pas pouvoir de prise. Donc c'est comme si on prenait un traité pour exiger qu'il ferait beau tous les jours. Mais qu'est-ce qui se passe si justement il fait mauvais temps? Qu'est-ce qui va se passer si justement des États qui ont pris des engagements, d'ailleurs, les promesses d'ivrogne de M. Sarkozy, on les connaît, parce qu'il nous expliquait qu'il allait sortir de Schengen, que ne l'a-t-il pas fait depuis 5 ans? Il nous disait la même chose en 2002, il avait dit ça ne peut plus durer. Ils sont tous sur ce genre comment dirais-je, pour manipuler l'opinion, ça ne peut plus durer, mais en fait, il ne change rien. Donc la question qui se pose et qui est vraiment très importante, c'est que l'euro explosera. Vous allez me dire c'est une affirmation. Oui, mais c'est une affirmation que j'assois, comme ceux qui ont vu ma conférence peuvent en témoigner, sur toute l'histoire monétaire de tous les peuples du monde depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. Point. C'est même écrit dans la Bible,
C'est dans le premier livre des Maccabées. Donc c'est quand même important à comprendre. Et il est en train de se produire un processus de désintégration de l'euro qui est beaucoup plus rapide que ce que j'anticipais, parce que on colmate des brèches qui demandent. Là, on nous annonce toutes les semaines que le problème est réglé, mais il y en a une autre qui apparaît. Donc hier soir, ça y est, l'Espagne s'était sauvée, donc du coup Wall Street exultait. Bim, badaboum, ce soir aujourd'hui, ça y est, les taux sur l'Espagne remontent à plus de 6,5, on n'y croit pas, etc. Bon. Voilà. Donc, et de nouveau, Wall Street déprime. On a affaire, je ne suis pas le seul à le dire, hein. Regardez ce que disent les prix Nobel, regardez ce qu'a dit M. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain. Les pays qui sortiront les premiers de l'euro seront ceux qui s'en sortiront le mieux. Moi, j'insiste sur le fait, et si nous restons dans l'euro, nous allons vers une catastrophe. C'est moi qui fais de la catastrophe, là. Nous allons vers une catastrophe qui va se chiffrer en centaines de milliards d'euros. Bien, je pense que nous allons mettre le point final. Juste un petit mot. Nous allons mettre le point final. On a une prochaine réunion au mois de septembre-octobre. Environ, oui, c'est la date. Je pense que ce débat vous aura plu. Est-ce que vous aurez changé d'avis? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, j'avais des doutes. Je commence à être inquiet. Parce que là, ça va. Apparemment, ça va très très mal, mais il y a des motifs d'espérer, puisqu'on vote dimanche prochain. Et donc, je pense que ça va arriver. Merci. Alors, merci d'être venu. Merci de vous être prêtés au jeu, au débat tous les deux. Si des personnes qui n'ont pas encore adhéré veulent adhérer à l'UPR, il n'y a pas de souci. Si des personnes qui ont envie de peut-être débattre encore et veulent discuter avec Marc Deray au sein du Cercle des Libertés Égales, ils sont les bienvenus. Si vous souhaitez, Marc a apporté quelques livres, quelques exemplaires. Si vous souhaitez les faire dédicacer, je pense que Marc, qui m'écoute, s'en fera un grand plaisir. Et quant à notre cercle des oubliés de la République, les oubliés de la République, c'est ceux aussi qui cherchent à expliquer les choses, mais qui subissent des omertas, des médias, des universités, etc. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir, puisque vous en êtes déjà dans notre cercle des oubliés de la République. Merci.